Hello, hello, bienvenue sur le 12. Pour ce tout premier épisode que j'ai enregistré en janvier 2022, j'ai choisi de donner la parole à Simon Worou. Il est actuellement le maire de Sainte-Juliette-sur-Vior, il est d'origine togolaise et il a su se faire adopter par les Aveyronnais grâce à son tempérament et ses valeurs. J'avais déjà entendu parler de Simon par différentes personnes en fait et je me suis intéressée à son parcours, j'ai lu le livre qu'il a écrit et ça a confirmé qu'il fallait absolument que je le reçoive sur le 12. En fait, quand je suis allée à sa rencontre pour lui proposer de participer au podcast, il a de suite accepté. Je pense que pour lui, c'est important de pouvoir partager son expérience et son parcours de vie, de pouvoir faire passer des messages forts pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Il a un très joli mélange de deux accents, vous verrez, celui de son pays d'origine et celui de l'Aveyron. Et il nous parle de son parcours, de son arrivée dans le département, de comment il a su se faire adopter par les Aveyronnais malgré un accueil difficile. Heureusement, il a croisé des personnes bienveillantes sur son parcours qui l'ont aidé à s'intégrer et à se faire accepter de tous. Le thème du racisme est donc forcément abordé dans cet épisode, mais ce que je voudrais faire ressortir aussi de cet échange, en fait, c'est la détermination, la bienveillance et surtout la résilience dont il a pu faire preuve jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un de très humain et très ouvert aux autres, et il s'est donné la mission de faire élever les consciences. Bon, j'arrête là mon introduction, je vous laisse découvrir cet échange. Bonne écoute. Bonjour Simon Worou. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de te recevoir sur le 12. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Sur le 12, comme je t'ai expliqué, je reçois des Aveyronnais qui sont soit de naissance ou de cœur. Là, pour le coup, l'Aveyron t'a sacrément bien adopté. Ah ouais, moi, plutôt... je suis totalement Aveyronnais. Ouais, voilà. Ou plutôt, toi, tu as su te faire adopter. Je pense que c'est dans les deux sens. L'Aveyron m'a adopté et moi j'ai adopté l'Aveyron. Ouais, c'est vrai. C'est dans les deux sens. Tu es né au Togo, à Lomé exactement, en 1971. C'est ça. Voilà. Et tu es actuellement le maire de Sainte-Juliette-sur-Vior depuis 2014. C'est un petit village de 600 habitants à peu près. À 20 km de Rodez. C'est bien ça. Voilà. Tu es marié et tu as 2 enfants. C'est ça. Voilà. Donc récemment, en fait, dans un livre, tu as retracé ton parcours. Et donc le livre s'appelle Enfant du Togo, mère en Aveyron. C'est ça. Aux éditions Toute Latitude. Donc l'éditeur est sur Villefranche de Rouergue, si je me trompe pas. C'est ça, Laurent Tranier, ouais, mon éditeur. Voilà. Et tu as eu l'honneur d'avoir la préface qui a été faite par Kofi Yamian. Ah oui. Voilà. Qui est l'ancien maire de Saint-Coulis, c'est ça? C'est ça. Le premier, il fait partie des premiers maires de France d'origine africaine, notamment du Togo. Voilà. Et il a été ancien ministre. C'est de Mitterrand, ouais. Ok. Voilà, c'est un ami à moi. Tu as assuré plusieurs dédicaces là en 2020. Oui. Aux différents endroits de l'Aveyron. Et du coup, moi, j'ai vu un petit reportage quand tu étais en pleine dédicace et j'ai vu qu'il y avait une personne qui disait qu'en fait, beaucoup te connaissaient déjà comme maire, mais ils ont vraiment découvert au travers du livre ton parcours, ta vie. Et du coup, la personne dit c'est un homme honnête, compréhensif et humain. Donc, je n'en doute pas à la lecture de ton livre. Merci. Et du coup, peut-être, je vais te poser la première question, c'est-à-dire celle que je pose à toutes les personnes que je reçois. Quel enfant tu étais à 12 ans? Tu étais où? Tu faisais quoi? À 12 ans, j'étais au séminaire, donc dans une bonne posture, dans une bonne école, avec l'idée de devenir curé. Curé qui vient du mot latin cura. Prendre soin des autres, des âmes des autres. Donc, vous voyez, à 12 ans, j'étais déjà parti pour m'investir, m'engager pour les autres, pour les paroissiens, et comme on dit, pour les fidèles. Ouais. Voilà. Donc, tu avais déjà ça dans le sang d'aider ton prochain, en fait. C'est ça. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours, en fait, justement de ce moment où tu étais séminariste jusqu'à ton arrivée en France? Oui, séminariste, je pense que je suis reparti à la recherche d'une famille.
quand on voit ce que je disais dans le livre, je suis toujours à la conquête, à la recherche d'une communauté. J'ai quitté la maison familiale pour aller chez ma grand-mère, que j'adore tant énormément, et reconstituer notre vie. Et puis de là, il fallait que je reparte. Je suis arrivé de nouveau dans la maison familiale, où il fallait que je reparte. Donc, je suis reparti au séminaire. Donc, du séminaire, faute de moyens, donc la structure a été fermée. Il fallait que je trouve un autre corps familial. Donc, ça a été l'armée. Au Togo? Au Togo, Ouais. toujours. Et tout ça, c'est arrivé comme si c'est un destin qui m'a mené au gré de ce que je devrais découvrir, connaître. Donc de là, l'armée, j'ai eu la chance donc de venir étudier en France, donc en Charente-Maritime, à Rochefort, à la base 721. Et de là, j'ai connu l'Aveyron, donc mon département d'adoption, l'Aveyron par hasard, parce que j'avais mon frangin qui habitait, et en arrivant, j'ai découvert donc un paysage qui ressemble terriblement au paysage que j'ai connu au Togo, ma ville natale au Togo. Et puis les gens sont tellement sympas, et je me suis établi parce que je pense qu'il faille que je m'établisse ici, puisque entre-temps, j'ai fait l'expérience de la Légion étrangère aussi à Castelnaudary, où j'aurais pu partir ailleurs, veut dire carrément ailleurs, mais la chose voudrait que je vienne en Aveyron. Et en Aveyron, et pourquoi Sainte-Juliette, j'en sais rien, mais aujourd'hui, voilà, j'ai atterri à Sainte-Juliette et je suis devenu le maire depuis 2014. Ouais. Tu passais les vacances en Aveyron, tu t'expliques dans le livre, chez ton frère Martin. C'est ça. Voilà. Et tu as fait un passage aussi par l'Allemagne? Oui. Après l'armée, je voulais continuer dans mes études, c'est-à-dire j'étais électronicien en avion, je travaillais sur les avions de chasse, les avions militaires, et j'avais quitté l'armée, et puis je voulais retrouver ce métier que je suis allé chercher en Allemagne, mais ça n'a pas marché. Et la chose m'a ramené de nouveau en Aveyron. Ouais, c'était ton destin, en fait. C'est ça. De revenir ici. Ouais. Donc, tu es revenu et tu t'es installé en France en 1998. C'est ça. Et naturalisé en 2003. 2003. Ok. C'est ça. Après, du coup, quand tu es arrivé en Aveyron, tu as fait différents métiers. Ah oui. Tu es passé un petit peu par différents statuts, en fait. Oui, parce que je voulais me retrouver, me réaliser, et peu importe le travail que j'avais en face. Donc, mon premier, ça a été... j'ai la chance d'avoir un bon gabarit, donc videur, je faisais videur le week-end, et je travaillais, donc ça a commencé par les abattoirs aux cochons, comme on dit. Ensuite, RHT, ou l'inverse, plutôt c'est RHT, abattoir, soulier. Petit à petit, ouais, j'ai pris tout ce qui m'arrivait. Et donc soulier, j'ai retrouvé un peu mon métier de l'armée, donc électronicien, donc mais industriel. Et après, il fallait que je reparte. J'ai été faire la maintenance à Saint-Hérat-de-Gondot, Burgas, la décharge départementale. Et de là, donc j'ai été pris à la mairie de Rodez, donc pour gérer un service. Et là, je suis parti à l'agglo de Rodez pour en gérer un autre. Tu as travaillé au bowling aussi? Au bowling aussi, le week-end avec Bastide. Ouais. C'est lui qui t'a poussé vers le rugby? Oui, Bastide est fan du rugby, et son fils jouait aussi avec nous à l'époque. Il était plus jeune. Et disons que au bowling, on y rencontre de tout public, notamment beaucoup de joueurs de rugby, des anciens qui venaient, notamment, je mange son nom, il y avait Angora, il y avait la Sissi et Toussaint.
Et donc, en me voyant faire, Baptiste m'a dit, c'est pas logique que tu ne joues pas au rugby, donc je vais t'inscrire, il faut que tu ailles essayer. C'est comme ça que je suis venu donc à jouer au rugby à Rodez, donc de 2001 jusqu'à 2003, et puis de 2003 jusqu'à 2013, voire 14 à Cassagne, et de 2013 à 2014 à Nocelle. D'accord. Tu expliques dans ton livre en fait que le travail a beaucoup aidé à ton intégration, mais tu dis aussi que c'est le rugby qui a joué le rôle de propulseur. De moteur d'intégration. C'est vrai que quand on arrive dans ce joli et beau département, on est totalement anonyme. Ouais. On a quelques connaissances, mais c'est très limité. Et le fait donc de jouer dans le collectif et les journaux qui parlent de toi lundi matin dans les journaux, c'est sûr que le visage inconnu devient un peu connu et les gens s'habituent un peu, et ma notoriété est venue par le biais de ce sport, le rugby. Dans ton livre, tu dis quelque chose qui est très fort en fait. Tu dis la peur de l'inconnu rend bête et méchant. Tu dis aussi qu'à ce moment-là, certains t'appelaient le noir et ils disaient il est où le noir, et que finalement, tu dis il faut donner du temps au temps car le temps est réparateur. Et avec le temps et beaucoup de patience, petit à petit, ça s'est transformé en il est où Simon. C'est ça. Donc c'est très fort en fait. Il faut avoir ce caractère. Moi, j'ai la chance, j'en remercie la chose qui me l'a donné. J'ai toujours fait un avançant. Et quelles que soient les perturbations qui peuvent arriver, je me dis, c'est parce que ça doit arriver au fait. Et mais je n'oublie jamais mon cap, mes objectifs. Donc je laissais dire les gens, je laissais faire et je continue. Et plus on s'habitue aux gens, moins ils deviennent méchants et voire médisants. Ouais, mais c'est une sacrée force en fait que tu as, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient pu laisser tomber et faire place à la colère, ou se renfermer, se cloisonner. Mais non, moi je suis déjà quelqu'un de très humain, bienveillant, ouvert aux gens, et je me dis que j'avais une mission peut-être à faire, c'est de faire élever certains. Il faut ça, certains ont besoin de s'affronter à ces situations pour pouvoir grandir. Et je pense que je le fais pas consciemment, mais je pense que inconsciemment, j'ai cette mission de dire aux gens, peut-être vous vous trompez. C'est ce qui fait que tu n'as finalement jamais baissé les bras ? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quand tu es arrivé en Aveyron, enfin en France surtout, quand tu es arrivé avec l'avion, quand tu as su que tu allais être militaire en France, à Rochefort, tu es passé par Paris. Oui. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ce moment. Pour nous, vous pouvez pas. C'est comme un enfant qui découvre les effets de Noël pour la première fois de sa conscience. Au fait, c'est que on en rêvait tellement dans ces pays lointains où on n'a pas toutes les commodités, et on voyait de par la télé comment les gens de notre génération vivaient, contrairement à nous, les uns sous l'abondance dans lesquelles ils étaient, et nous on avait nos conditions je veux dire traditionnelles, où le peu qu'on avait nous suffisait et on était contents. Donc on rêvait tous de partir aux États-Unis, de partir en France, en Europe ou ailleurs. Et quand on a la chance de pouvoir partir, quand on arrive, là, on est en toute admiration. Je veux dire, quand je suis descendu de l'avion et où je réalisais que je posais mes pieds donc sur le sol français, tout était grandiose. Et le monde qu'il y avait déjà dans cet aéroport et je racontais dans le livre une partie où
les gens couraient dans tous les sens et on était perdus. On essayait de dire bonjour parce que chez nous, dire bonjour, c'est dans nos habitudes. Et on est un peu frustré parce qu'on n'a pas de réponse et les gens s'en foutaient. Je racontais l'anecdote avec les gens de ma couleur, la couleur black, et on pensait que eux au moins comprendraient. Non, 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 non. Je pense que la vie en France nous amène tous dans cette course. Et donc voilà, ça a été le premier choc. Et puis quand on a pris le train donc de la gare de la gare de Lyon pour aller où on voulait aller en passant par Bordeaux et La Rochelle. Mais ce paysage est magnifique, les choses étaient rectilignement bien dessinées, les tours, les immeubles, les routes, la circulation en sens dessus-dessous. C'était pour nous un monde merveilleux et comme si on était dans un rêve, enfin de dire tiens, ce que j'ai vu à la télé, ce que je rêvais depuis tout le temps, j'en fais partie désormais et ce rêve va continuer pendant très longtemps. Et puis après, quand on réalise qu'on est comme les autres, on en redescend un peu, mais c'était magique pour nous, pour moi en tout cas à l'époque. J'imagine. Tu as eu un choc culturel en arrivant en France. Et après, tu as eu un autre choc avec le froid aveyronais. Oui, on est arrivé, moi je me rappelle, en septembre 94. Et bon, il commençait à faire froid par rapport à nous. Nous, on a grandi dans 30-40 degrés. Et quand il fait très froid, c'est du 20-25. Donc voilà, on pourrait mettre les pulls là-bas, mais ici on met un t-shirt. Et ce choc, on savait que ça existait, mais de l'affronter et de le vivre, c'était autre chose. Donc bon, on grelottait 2 fois, et surtout quand il y a eu cette première chute de neige, voilà, on voyait ce Graal, cette poudre blanche qu'on voyait à la télé, et là, on était, nous quelques-uns, qu'on était arrivés dessous, en train de vouloir l'attraper, d'en faire des boules, de jeter comme des gosses, voilà. Comme des gosses, Comme des gosses. Quand tu étais à Rochefort, tu racontes dans ton livre que, et puis sur d'autres métiers aussi, où tu as été, en fait, tu as été victime d'actes de racisme. Oui. Tu as réagi d'une certaine manière. Je ne sais pas si tu peux nous en parler quand tu avais... voilà, tu expliques que au départ, c'était, tu souriais finalement parce que c'était, entre guillemets, des blagues, des mauvaises blagues, mais tu souriais, tu prenais ça en pleine face, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et puis petit à petit, tu as su aussi t'imposer. C'est ça. Expliquer aussi, voilà. Ouais, expliquer le pourquoi de nos comportements qui peut-être paraissaient différents, c'est normal. Quand j'étais venu, j'avais envie vraiment d'épouser la civilisation française. Je faisais des efforts doublement, triplement, pour vraiment de suite rattraper un temps long que j'ai pas vécu dans cette civilisation. Donc, je voulais pas rentrer en conflit de quoi que ce soit. Et des petites blagounettes, tout ça, bon, on a rigolé. Tu dis, bon, c'est pour blaguer. Et, je le prenais. On est quelques-uns, d'autres non, qui réagissaient plus violemment que nous. Mais moi, je le prenais positivement. Et puis, j'avais une façon d'aborder ces problématiques aux gens qui sont abonnés à ces blagues. J'essaie finalement de les éviter. Même si je peux pas faire autrement que je suis en face où je souriais. Bon, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est de réussir mes études et de me réaliser, de retourner avoir un diplôme, un grade, aller travailler en tant que cadre dans l'armée. Bon, voilà, j'avais mon objectif, donc tout ce qui venait perturber, je m'en fichais un peu, voilà. Et puis, pour certains, ça devenait un peu méchant, c'est intentionné, c'est volontaire, hein, et quand j'en viens à en être sûr de ces agissements,
j'ai commencé peut-être à leur dire ça va, ça suffit. Voilà, on se connaît pas. Vous avez votre vie, on a les nôtres. J'essayais d'expliquer un peu des différences culturelles qui pouvaient choquer. Et Dieu sait qui en est. Et c'est comme ça. Et bon, puis c'était compliqué. Un moment où on partait, on avait deux choix, où on continuait à faire de la pédagogie à ceux qui sont ouverts à ça, et continuer à vivre en communauté militaire ou ailleurs, hein, où on se renfermait entraînant rien qu'avec les gens qui nous ressemblent, nos semblables. Et ça me convenait pas non plus de faire partie à part et tout ça. Et je pensais que dans l'explication, dans la pédagogie, les choses allaient s'arranger, et tant mieux pour certains. Ça a fait écho, et ça nous a permis vraiment de finir notre formation en très bons termes avec certains. D'autres, c'était un peu plus compliqué, on n'avait pas trop le choix. Mais dans tout ce que j'ai fait, dans mon métier, que ce soit professionnel ou sur le terrain de rugby, il y a toujours ça, il y a toujours des insultes pour te déstabiliser ou pour t'agacer, pour t'énerver. Au boulot, on n'avait pas le droit à l'erreur, nous, au fait, parce que sinon on était nuls, on n'avait pas notre place, au fait. Et c'était quand même assez lourd à porter, mais bon, tant mieux. Moi, je suis arrivé à traverser ce temps. Je dis, après l'orage, il y a toujours le beau temps, peut-être. C'est vrai. Tu as su être beaucoup plus intelligent que toutes ces personnes-là. Et ces personnes-là, je pense que c'est de la méconnaissance culturelle aussi qui fait que ils ont une peur de l'inconnu, entre guillemets. C'est ça, la peur de l'inconnu fait tout. Et puis, pour compenser ça, c'est des gens qui ne sont pas cultivés. Il y a beaucoup de bouquins qui retracent des vies ailleurs, ici et ailleurs, mais bon, ils se sont limités à ce qu'ils connaissent, et puis pour eux, c'est la vérité, et on ne peut pas les démonter par rapport à ça. Mais comme je disais en début de l'interview, je pense que je suis aussi là pour éveiller. Voilà. C'est ça. Ouais. Tu racontes dans ton livre à quel point tu es très proche de ta famille, que ce soit ta famille du Togo ou ta famille ici en Aveyron. Ouais. Tu nous parles de l'amour inconditionnel que tu as eu pour ta grand-mère, à Donom. Ah oui. Je ne sais pas si tu veux nous en parler. Moi, je me suis réveillé consciemment à l'âge de 56 ans avec ma grand-mère. C'est la personne qui était là, quoi, tout le temps pour moi. Oui, dans mes souvenirs lointains, c'est ma grand-mère. Ma mère était alitée depuis pas mal d'années, et je la voyais comme ça, voilà, parce que j'avais pas de relation. La pauvre, elle était malade, et nous, bon, on se réveillait en notre conscience, et elle était là, la grand-mère, elle a toujours été là, et moi, je l'ai aimée autant qu'elle m'aimait, voire plus, parce que une maman, c'est important. Et quand on n'en a pas et qu'elle est une substitut ou un substitut, je pense qu'on s'accroche. Je me suis accroché à elle. Elle a joué le rôle de deuxième maman, en fait. C'est ça. Tu as toujours un amour fraternel pour ta sœur Odette aussi, et tu en parles beaucoup dans ton livre, en fait. C'est l'obsession de ne pas la laisser au pays, de la faire venir en France. Qu'elle soit à mes côtés, parce qu'on a grandi ensemble. Moi, je me suis encore une fois réveillé avec elle. Je me tourne, je vois, j'ai une sœur. Je savais que j'en ai plusieurs, ou demi-frères et autres, mais elle était là, et c'est un ange. Elle était là, elle était innocente, et elle ressentait pas, peut-être moi à 6 ans, ce que je ressentais, mais j'avais de suite pris conscience que je dois veiller sur elle. Voilà. Je continuerai à veiller sur elle de toute façon. Et tu nous parles aussi de la relation dès le départ, en fait, du livre avec ton papa. Et la découverte de ce papa, et cette relation qui a beaucoup évolué tout au long de ta vie, en fait. C'est comme je disais, le premier chapitre a commencé par là. On me dit
ton papa arrive. Ouais, mais bon, j'ai 6 ans, j'ai jamais vu de papa. Il y avait mon oncle qui était là, il faisait ce qu'il pouvait. On était nombreux, il essayait de nous satisfaire tous, les cousins, nous plus ses enfants. Donc pas forcément à une seule personne. Donc voilà, on me dit t'as un papa qui va arriver. Et voilà. Il y avait beaucoup de colère aussi en même temps et aussi D'incompréhension. d'incompréhension. Et quand je l'ai vu, j'avais ajouté à la colère, l'incompréhension, de l'admiration en même temps, parce que c'est comme à l'époque, ceux qui habitaient à Paris par rapport à nous dans les campagnes, bon, c'était des gens, on va dire, qui vivaient à la capitale, et mon papa vivait à la capitale. Et il y avait géographiquement ce lien de quelqu'un de la capitale qui avait son entreprise, que j'ai découvert à 6 ans. Donc j'ai passé de 0 à 6 ans sans l'avoir réellement connu de manière consciente. Et donc, ça a perturbé beaucoup et il a essayé quand même, il est revenu plusieurs fois et puis l'affinité s'est créée, mais cette colère ne s'enlève pas en fait. Et j'ai voulu tellement, à la veille de mon mariage, lui montrer tout le parcours qu'on a fait tous les deux et malheureusement, bon, il s'en est allé un mois avant, tragiquement. Et voilà, ça reste toujours des points obscurs, douloureux, qu'il n'y a que le temps qui peut effacer. Ouais, c'est très très émouvant cette partie du livre. Ouais. Tu parles aussi de ta femme, pour qui alors tu fais une très très belle déclaration d'amour au travers de ce livre. C'est quand même très très beau. Hein. Tu en parles à plusieurs endroits, tu racontes comment tu l'as rencontré, oui. Comment tu l'as rapidement quitté, oui. Sans rien dire. Oui. J'avais ce dilemme, au fait, du militaire que j'étais devenu et de l'engagement. Et aussi, j'aime pas blesser. Donc, des fois, on se tait pour ne pas blesser. Peut-être c'est pas la bonne manière, parce que j'avais l'âge que j'avais à l'époque, mais c'était le choix que j'avais fait. Et d'ailleurs, on en parle encore et bon, elle m'en a voulu. Mais je me dis que si ça a été comme ça, c'est parce qu'il fallait que ce soit comme ça. Ça devait se passer comme ça. Ça devrait se passer comme ça. Et du coup, ça a donné plus de force quand vous vous êtes retrouvés, en fait. Donc, c'est très, très beau, finalement. C'est ça qu'il faut garder, je pense. C'est ça. Tu parles aussi de tes beaux-parents, en fait, qui t'ont toujours soutenu, malgré tout ce que les autres ont pu leur dire, en fait. Ouais, c'était méchant. C'était vraiment méchant et ils avaient le cœur sur la main sur le cœur, comme on dit. Et c'est des gens qui voyaient en moi la volonté de réussir et de s'occuper de ma famille que je commençais à avoir avec leur fille. Et outre les médisances, outre ce que chacun pouvait leur raconter, ils ont su me faire confiance et là vraiment je le dis, je les en remercie énormément parce que ça aurait pu se terminer autrement aussi. Tout est une question de destin. Ouais. Encore une fois, j'ai retrouvé une famille dans laquelle je suis depuis plus de 24 ans maintenant et ça se passait bien. C'est beau. Tu parles de ton beau-père, Jean-Claude, qui est décédé depuis, et de l'importance du rugby dans votre relation, en fait. Ouais. Je sais pas si tu veux Il en était parler. fan de rugby et quand on habitait à Rodez avec mon épouse et on avait la maison familiale à Sainte-Juliette, bon, on échangeait beaucoup. Je savais qu'il aimait aller regarder les matchs et du coup, quand on avait le projet de s'établir donc à Sainte-Juliette, une fois fini, il me dit, maintenant, bon, t'habites sur le canton de Cassagne, il faut que tu joues à Cassagne parce que bon, lui, il est né, il connaît la plupart du monde là-haut et il a été très visionnaire peut-être de ma carrière politique aujourd'hui. J'aurais pas eu le même écho si j'étais resté à Rodez, je pense pas. Et voilà, je pense pas que ce soit calculé de sa part, mais c'était visionnaire et même l'appréhension que je pourrais avoir d'aller dans un petit bled comme ça, dans un village. Et finalement, c'est rapidement dissipé parce que les gens étaient très attachants et sincères.
authentique. Tu racontes dans ton livre, alors en fait, tout le parcours du combattant pour arriver jusqu'au poste de maire. Alors on va pas tout expliquer. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à acheter ton livre et à le lire parce que c'est voilà, et de voir par où tu es passé, comment tu as pu apprendre à t'imposer finalement et comme tu disais au départ de l'interview, à garder ton objectif, ton cap et de pas laisser tomber en fait. Non. Mon parcours a toujours été semé de ces, je dis, perturbations, entre guillemets, et de ces difficultés. Et à chaque fois, Dieu merci, j'avais eu toujours la force de les surmonter. Et c'était improbable dans l'Aveyron, dans les années 2014, de s'imaginer maire. Ça aurait été maire de Rodez ou maire d'une grande ville. Ça ne serait pas passé comme ça, mais aller chercher le poste de premier magistrat dans une commune rurale où tu n'es pas né et qu'il y a des authentiques sur place, c'était osé. Ça, c'est sûr. Et forcément, ça a fait ça a remué pas mal et certains l'ont exprimé de manière incorrecte. Je trouve que j'en garde pas de mauvais souvenirs. Heureusement que ça avait été et ça m'a forgé, ça m'a aidé à aller encore plus de l'avant. Ouais, et puis je pense que tu expliques que tu as eu des soutiens, tu as eu des gens qui t'ont suivi, que ce soit des amis, que ce soit ta famille, voilà, donc c'est ce qui t'a porté finalement au-delà de tout ce que tu pouvais entendre de négatif autour et des gens qui ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues finalement. La politique a toujours été méchante, mais je ne l'imaginais pas à ce point. Je disais justement à mon ami Lucas, qui me disait t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire dedans, voilà, et il avait déjà visionné de loin toutes les difficultés que je pourrais avoir lui parce que voilà, il connaissait un peu en étant né ici, mais il fallait que j'y arrive. Il fallait que j'y arrive. Je remercie tous les soutiens de par ce micro, par ce biais, de tous ceux qui m'ont fait confiance et j'espère ne pas les décevoir en tout cas. Mais j'invite les gens à être quand même souples parce que ça peut détruire ça. Si on n'a pas le caractère que j'avais, ça peut faire mal. Voilà. Ton parcours est très inspirant pour beaucoup de gens. Que ce soit en Aveyron ou ailleurs. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Ouais, ma fierté, si je puisse en avoir une, c'est cette ouverture en fait sur l'étranger de l'Aveyron parce que nous, dans les années 94, quand on était arrivé ici au 16, c'était beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Je trouve que l'Aveyron a fait un pas en avant, Saint-Juliette en premier, bien sûr, et l'Aveyron, et du coup, je sens qu'il y a moins d'appréhension, même si elle est encore, on ne peut pas avoir zéro appréhension, mais il y a plus de chances accordées, d'opportunités accordées aux gens qui ne sont pas nés en Aveyron, qui ne sont pas nés toujours d'ici, quoi, je veux dire, et je suis très fier parce que ils arrivent à apporter de la richesse à l'Aveyron, à apporter de la richesse culturelle et économique et surtout à avoir une harmonie de vivre dans ce beau département. Et si j'en étais pour quelque chose, alors là se trouve ma fierté. Tu dis dans ton livre, la transmission, n'est-ce pas l'essence même d'une société responsable? Tu as espoir, la jeune génération, pour progresser par rapport au racisme, par rapport aux différences? T'as l'impression que ça a évolué? Ça a beaucoup évolué. Ma fille a 22 ans cette année. Elle est née ici, elle est métisse. Donc, j'ai vu le changement qu'il y a eu de la génération de nos enfants, de ma fille du coup, qui ont évolué avec des copains tout le long de leur cursus scolaire, où on voit aujourd'hui que les classes sont métissées. Partout où on va, on en trouve du métissage et surtout que aujourd'hui, le seul fait d'être métis ou noir n'est pas bloquant. Voilà. Et d'un côté ou de l'autre, des efforts doivent continuer à être faits plutôt, je vais dire, mais
c'est largement 10 fois mieux que ce que nous on a connu. Et puis, la jeune génération, heureusement, n'est pas calquée, a pas fait de suivisme comme à un temps où les gens n'ont pas été habitués, si tu veux, à ce métissage. Donc, cette génération, donc, ta fille, ton fils, je pense que ils ont eu déjà croisé ou aller à l'école avec, ou discuter ou manger, ou avoir même des copains. Donc, c'est déjà un apport très important dans l'évolution de ces jeunes et surtout la transmission que nous, on a essayé aussi, nous quelques-uns, d'apporter et continuer à apporter pour le bien-être de notre société avéronaise. Tu es engagé d'ailleurs pour la pratique du rugby au Togo avec les jeunes. Tu peux nous en parler? Tu es parrain d'une association, c'est ça? Voilà, je parraine une association d'insertion par le rugby. C'est un centre donc qui prend des jeunes sans famille, sans ressources, sans moyens, et qui les insère au niveau éducation et aussi par le rugby. Et ce dont je peux en être aussi fier, c'est qu'aujourd'hui, le centre de formation que je parraine se retrouve en équipe du Togo de rugby et les 3/4 sont des sélectionnés en équipe de rugby. Donc, ces jeunes qui commencent à être des internationaux, qui vont jouer dans des pays africains aux tournois internationaux et tout ça. Donc, je pense que voilà, c'est aussi un bout de chemin de fait de ce côté-là. Ouais, tu peux être fier. Tu fais partie des 5 personnes qui ont reçu le prix de la réussite de la diaspora en 2020 au Togo. Tu peux nous en parler un petit peu? Tu expliques dans le livre, alors on va pas tout raconter, mais tu expliques un petit peu l'arrivée. Disons que, comme je racontais au début, on avait envie de partir pour se réaliser. Beaucoup étaient dans mon cas à cette époque-là. Donc, ce qu'on appelle la diaspora, c'est tous les enfants du Togo qui ont eu l'opportunité de s'exiler et d'étudier, de travailler, de vivre ailleurs, et par des réussites différentes. Et donc le Togo en 2019 avait envie d'honorer ses enfants togolais d'ailleurs, donc du coup, et les a conviés pour remettre un trophée. J'en fais partie, donc il était 5 lauréats tirés au sort de par nos activités à l'extérieur du Togo, et j'en fais partie. J'ai reçu le premier prix. Le premier prix, oui. C'est une reconnaissance c'est fort. De ce Togo que j'ai fui en désertant en plus. Donc, on l'a pas dit, mais il y a une grosse partie du livre qui raconte cette partie-là qui était très très difficile pour toi. Tu as même eu très très peur d'y retourner finalement. Longtemps. Parce que tu savais pas qu'est-ce qui t'attendait là-bas en fait. Pendant 10 ans, je pouvais pas y retourner et je m'en voulais en même temps parce que j'étais dans ces élites qui devraient aider le Togo, mais bon voilà, ça c'est pareil, le choix de l'époque, c'était un choix qui devrait se faire et j'ai fait ce choix de partir. Donc voir aujourd'hui que en partant, je pourrais véhiculer l'image du Togo ailleurs, c'est aussi un engagement. Oui, parce qu'en fait, juste pour expliquer très rapidement, tu étais militaire au Togo et tu as quitté l'armée militaire du jour au lendemain pour repartir en France. En France, Et du coup, voilà, tu étais considéré comme déserteur. C'est ça. Donc, tu voyais tout le monde autour de toi qui finalement était à l'affût et te cherchait. Tu t'es réfugié chez ta cousine à Paris et voilà, et tu avais peur de sortir. Et parce que quand on est fugitif, on a toujours peur. Au fait, j'étais considéré fugitif de l'armée à l'époque et avec la coopération entre le Togo et la France, j'avais une chance sur 2 de se faire attraper. C'est pour ça d'ailleurs que ma parenthèse en Allemagne a été une bonne chose, parce que je serais resté, peut-être il m'aurait retrouvé et m'aurait amené au Togo, et Dieu seul sait si je serai ici aujourd'hui ou pas, ou en vie ou pas, mais voilà, encore des parcours très, très spéciaux. Du coup, ton histoire, elle a intéressé beaucoup, beaucoup de monde. Tu as été interviewé par beaucoup de journalistes, France 3, France 2, Brut.
16 millions de vues, oui. C'est ça? Ouais, la vidéo brute. La vidéo brute de 2000, c'est plus 17, non, ils sont revenus cette année, dans 2019, où il a fait même sur tous les continents, jusqu'aux États-Unis, au Canada, en Asie. Voilà, les gens ont trouvé... Parce que je pense que jusque-là, les gens avaient une mauvaise image de la France, raciste, fermée, pas ouverte. Et de voir que cette France peut générer ou engendrer un enfant d'immigré qui est devenu français à ce niveau de la vie politique, je pense que ça a permis quand même de timorer l'appréhension ou la vision extérieure de la France. Je pense que c'est ça qui a fait le succès de la vidéo. Ouais. Du coup, tu la vis comment ta notoriété en fait? Comment toute cette sollicitation des médias, tu la vis bien? Non, je la vis pour continuer à véhiculer ce message de fraternité, en fait. Tu t'en sers, Je m'en sers. Ouais. Je m'en sers pas égoïstiquement parce que moi, voilà, je suis pour pas que ça comme serve à d'autres. Mais je pense que continuer à véhiculer que l'Aveyron, c'est un beau département, que les gens sont pas aussi rigides que ce soit les Parisiens ou d'ailleurs peuvent penser. Les journalistes, quand ils m'appellent, ils me disent, mais comment vous avez fait pour être maire en Aveyron? Comme si, voilà, c'est des Rustres, quoi. Oui, on est des Russes en Aveyron, mais quand même, pas on tant voit... que ça, hein. Oui, mais on voit quand même qu'on arrive quand même à fendre l'armure et une fois qu'on est dedans... à toucher le cœur. À toucher le cœur, après c'est bon. Le cœur est chaud. C'est ça. Tu expliques en fait, peut-être pour les auditeurs, vous êtes que 3, tu dis, on n'est que 3 mères noires en France, donc toi, Kofi Yamnian, qui est plus en fonction, qui a été ouais, maire, qui était, ouais. Et puis un troisième, alors j'ai mangé le nom, mais ouais, voilà, j'ai retrouvé sur internet, j'ai pas les noms, je sais qu'à Paris il y a une dame aussi qui est maire, qui est d'origine mauricienne, dans une moyenne ville à Paris. Et voilà, ça en fait pas beaucoup, mais... Ça ouvre la porte à d'autres personnes qui pourraient... à qui ça pourrait donner l'élan ou en tout cas, ne serait-ce que l'idée et l'espoir pour pouvoir se lancer à faire des choses... pour lesquelles ils pourraient se dire au départ, bah non, c'est pas ma place. Ben si, finalement, c'est ta place ça aussi. Ça peut permettre d'oser, d'aller... Parce que on se sent, quand on est immigré ou venu d'ailleurs, on se sent à l'écart. Quand on y vit, qu'on a des enfants, comme je racontais dans le livre, on peut pas être à l'écart de la vie de la société française. Si on a les moyens, comme moi, de pouvoir apporter quelque chose, allons-y, quoi. C'est le concours de ces moyens qui fait la grandeur de notre pays, la France. Quels sont tes objectifs aujourd'hui ? Alors maintenant, tu as ton mandat qui est jusqu'en 2026, donc tu vas continuer à œuvrer pour ta commune. Toujours. Et après, est-ce que tu as déjà des objectifs ou tu fais au jour le jour et Ouais, je fais au jour le jour, mais je me projette sans trop non plus. Je suis bien déjà content de pouvoir apporter quelque chose à mon pays natal aussi au Togo par le parrainage de cette association Ovalie, voilà. Et des enfants qui s'en sortent de manière éducative, c'est déjà une bonne chose, qui auront un niveau scolaire et qui pourront être aguerris pour jouer dans des clubs ici. Donc j'ai réussi par les interviews, donc du coup à créer des partenariats avec des clubs d'ici. Demain, pourquoi pas aller les chercher pour, comme on fait avec les Fidjiens, les joueurs de rugby, aller chercher aussi du potentiel au Togo ou ailleurs en Afrique. C'est déjà un petit pas. Et pour ici, pour ma commune, d'une manière ou d'une autre, je continuerai à m'investir. Et pour la France, j'ai des ambitions aussi. Je me vois bien, comme je disais, jouer un rôle de pacificateur, de négociateur et de cette société que j'ai connue et de la société togolaise que j'ai connue aussi. Être peut-être un médiateur dans ces choses et permettre aux gens de se connecter, toujours dans la connexion. C'est tout à ton honneur. Alors j'ai quelques questions Aveyron.
Est-ce qu'il y a un endroit en Aveyron où tu aimes te retrouver ou te ressourcer à part Saint-Juliette-sur-Vior? Parce que sinon, c'est trop facile. J'aime les berges de la Yole. Je trouve que c'est sympa, magnifiquement aménagé autour de l'eau. Ce circuit, quand j'avais le temps avant, j'allais faire mes footings là-bas et je trouve que c'est un endroit très apaisant. Et j'aime bien cet endroit, j'en ai d'autres aussi, mais si aujourd'hui il fallait que j'aille quelque part, si j'avais le temps, voilà, je serais allé là en premier. Ok. Un mot qui représente l'Aveyron pour toi? L'aligot. Tu me lances la prochaine. Tu me permets de faire la prochaine question. Ma prochaine question, c'était cuisine aveyronnaise ou togolaise? Autant l'une que l'autre. Vraiment. J'ai pas de choix. J'adore la cuisine aveyronnaise et j'adore aussi la cuisine togolaise. Le foufou. Le foufou. Le fameux foufou. Mais tu sais que j'ai regardé récemment un reportage parce que je voulais quand même, par curiosité, savoir ce que c'était ce fameux foufou. Et alors, après, je sais pas si tu veux expliquer ce que c'est exactement. Le foufou, à la base, c'était à la base de l'igname. L'igname, c'est un féculent qu'on cultive. Comme une grosse pomme de terre, en fait. C'est ça, grosse pomme de terre, et qu'on faisait cuire et qu'on pile, au fait. Voilà. On pile qui devient, ça devient une pâte bien prise là, et ça ressemble à l'aligot. Visuellement, ça ressemble à l'aligot. Voilà. Sauf qu'on n'y met pas du fromage au fait, nous. Et donc on va le foufou et ces sauces, différentes sauces et succulentes. J'adore aussi. Je ne mange pas tous les jours, mais à des occasions avec des copains, on se régale. Et du coup, l'aligot aussi. Et l'aligot aussi. J'en mange quasiment, j'aime manger l'aligot chez Bastide. Oui. Quand je lui racontais, quand j'étais leader, c'était mon plat préféré et ça l'est autant encore aujourd'hui. Ça te faisait tenir toute la nuit, en fait. Oui, là, oui. Tout à fait. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou passer un message? Non, mais le message, je l'ai passé dans le livre et je voulais juste rajouter, comme on disait, Sandrine, en début d'interview, que les lectrices et lecteurs, ils verront bien que mon livre a 12 chapitres. C'est pas fait exprès, donc ça y va dans le même sens. 12 comme Aveyron, 12 comme mon département d'adoption, 12 comme l'Aveyron que j'aime, 12 comme tout que j'aime, 12, 12 et 12. Voilà. Donc c'est parfait pour le podcast. C'est ça. Bon, en tout cas, bravo vraiment pour ton parcours, ton courage, ton humilité, ta capacité d'abnégation, parce que je pense qu'il en a fallu beaucoup pour surmonter toutes ces épreuves, toutes ces étapes, ta ténacité. Je trouve que tu as su faire preuve de beaucoup d'intelligence et de gentillesse et ça c'est un très très beau message, je trouve, à faire passer à beaucoup de gens. Tu as su t'imposer, faire tomber les préjugés en toute bienveillance et ça vraiment, c'est vraiment tout à ton honneur. Le combat personnel que tu as mené, c'est un très bel exemple d'intégration, quel qu'il soit, que ce soit quelqu'un qui arrive en France ou un Français qui part dans un autre pays étranger, c'est la même histoire, c'est la même chose, ça demande le même effort d'intégration. Et donc tu fais passer un message très fort au travers de tes interviews, au travers de ton livre, au travers de tes actes au quotidien. Donc vraiment, encore une fois, c'est vraiment plein d'espoir pour beaucoup de gens et je pense que beaucoup de gens pourront se retrouver au travers de ton livre à différents niveaux. On en parlait hors antenne. Et pour moi, ça a vraiment été... c'est vraiment un honneur de te recevoir sur le podcast. Je pense que tu vas me porter chance. Merci, voilà. Sandrine, bien sûr. Et vraiment, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, en tout cas. Merci. Et dire aussi que s'il n'y a que 3 mères d'origine étrangère ou africaine ici en France, l'un des 3 mères est aveyronnais. Ouais, et ça c'est une double fierté là pour le coup. C'est ça. Ok. Merci aux Aveyronnais. Ouais, je rappelle ton livre du coup, Simon Ouourou, Enfant du Togo, mère en Aveyron, et aux éditions Toute Latitude.
Donc, j'invite vraiment les auditeurs à se procurer le livre et à découvrir ton parcours, ton histoire avec vraiment une pointe d'humour à pas mal de moments du livre. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça, c'est aussi, ça fait partie de toi aussi, je pense. Le livre, j'ai voulu l'écrire et je l'ai écrit dans ce sens, il n'est pas exclusif. Donc, chacun peut se retrouver et aussi voyager, comme je fais dans les dédicaces. Ça permet de voyager, d'aller à la rencontre d'autres cultures, ce que moi j'avais connu. Et pour les gens de là-bas, d'avoir un regard prismique aussi de la France, de l'Aveyron et de Sainte-Juliette. Donc, le tour dans notre département. Voilà, donc j'ai essayé de donner un peu de la matière d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Tu dis à la fin du livre qu'en fait, tu n'arrives pas à t'arrêter. Enfin, c'est vraiment le sentiment qu'on a à la fin du livre. Comme si tu voulais jamais que le livre s'arrête. Tu as plein de souvenirs qui arrivent à la fin. Et, donc, peut-être un deuxième livre. Hein, en fait, tu as le premier à tes 50 ans et puis tu as peut-être le prochain. Tu vas écrire un autre. Je commence un autre essai de livre, mais pas sur la biographie, mais un livre aussi, pareil, pour partager les habitudes culturelles d'un côté ou de l'autre. J'ai juste commencé. Voilà. Je me lance dans un deuxième livre et ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, j'espère que ça plaira autant. Super. Aux lectrices et aux lecteurs. Super, à suivre donc. À suivre. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou t'es pas forcément... J'ai maintenant une page Facebook, je suis pas très doué. Je suis sur Twitter, mais j'arrive pas à l'alimenter encore. Parce que Facebook, j'essaye de l'alimenter, je suis pas très doué là-dessus. Oui, après, je suis quasiment sur les réseaux sociaux. Donc, si des gens veulent te contacter, tu préfères par quel moyen, s'il y en a qui veulent te témoigner des choses. Messenger, c'est pas très mal, c'est pas trop mal parce que je reçois beaucoup de messages de par ça et puis c'est un lien assez facile à la portée de tout le monde. Twitter, il faut être abonné. Insta, bon, je suis pas trop dessus, mais je préfère le Messenger. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé sur le podcast Le 12. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi également. Bonne réussite. Et voilà. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et si vous l'avez écouté sur Apple Podcast, je vous invite à déposer 5 étoiles. Ça permettra au podcast d'être mis en lumière et de le faire découvrir à plus de personnes. Vous pouvez aussi déposer un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix ou directement sur le site web du podcast, donc je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je lirai tous vos commentaires. Et pourquoi pas partager cet épisode ou le conte à une ou plusieurs personnes autour de vous à qui vous pensez que ça pourrait plaire. Ça permettra de le faire connaître, de faire connaître mes invités aussi et de faire voyager l'Aveyron un peu partout en France et à l'étranger. Pourquoi pas. Merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode. Salut!